Êtes-vous déjà demandé si vous agissez d'une manière rationnelle en hors-piste? Aujourd'hui, on va regarder si vos actions étaient bel et bien justifiables ou non. Allons jeter un coup d'œil. Fait que cette histoire-ci commence d'une expérience que j'ai eue il y a plusieurs années. J'ai eu la chance de partir en sabbatique de recherche au Japon. Et puis, pendant que j'étais là-bas, en plus de faire de la recherche, j'ai guidé, j'ai donné des formations CA et j'ai donné des formations de planche à neige. Et puis, pendant ce temps-là, il y a une journée qu'on avait congé, moi et d'autres guides, et le danger d'avalanche s'était élevé, et on a simplement dit, ça vaut pas la peine d'aller en hors-piste aujourd'hui, les conditions en piste sont belles, et puis c'est juste trop risqué d'aller se promener. Fait que pendant cette journée-là, on se promenait en ski, puis on pouvait voir au loin des gens qui se retrouvaient dans un secteur hors-piste sur un des ridges. Et puis, en regardant ces gens-là skier, initialement, tous on s'est dit, genre, c'est stupide, ça n'a pas de sens, ils ne devraient pas être là, c'est dangereux. Et on regardait, mais on se sentait un peu mal à l'aise pendant qu'on regardait parce qu'on n'avait pas d'équipement avec nous pour les sauver s'il y avait de quoi. Ils se retrouvaient quand même très loin de nous. Et puis, on a quand même regardé. Et puis, au bout du compte, il n'y a rien arrivé. Je me suis dit qu'ils étaient simplement chanceux, ces gens-là. Ils auraient pu skier un peu plus à gauche ou à droite et juste frapper le petit endroit sensible de la pente et déclencher une avalanche qui aurait pris l'équipe au complet. Mais l'affaire qui m'a perturbé le plus cette journée-là, c'est que j'ai regardé un ami et il m'a dit « ça aurait dû être nous qui aurait dû être sur cette ligne-là. » Et ma tête a juste explosé. Je me suis dit comment ça se peut que cette personne-là qui était convaincue que c'était une idée terrible il y a quelques minutes dise maintenant qu'on aurait dû être les gens là? Et c'est cette expérience-là qui m'a amené au sujet de recherche que je vous présente aujourd'hui. Le sujet de la présentation d'aujourd'hui est d'essayer d'évaluer comment est-ce que la tolérance au risque, au danger, peut changer pour une personne au courant de la journée. Fait que dans cette situation-là qu'on vient de voir, il y avait un danger d'avalanche qui était élevé. Voir un groupe descendre une pente ne fait pas en sorte que le danger d'avalanche devient considérable ou modéré. Si jamais vous avez travaillé en heli-ski et puis il y a une journée que tous les guides sortent et puis peu à peu on réalise que les conditions se stabilisent, ça prend énormément d'appels à la radio pour confirmer que, OK, on se laisse aller dans un terrain un peu plus avancé, car le danger d'avalanche est plus faible qu'on avait constaté le matin ou qu'on avait estimé le matin. Dans ce cas-ci, ça n'a aucun impact. Fait qu'on avait un danger d'avalanche élevé, mais tout d'un coup, la personne que ce danger d'avalanche-là était trop élevé pour vouloir sortir en hors-piste, maintenant il se sent à l'aise. Fait que son seuil pour dire oui ou non, on va en hors-piste, a augmenté juste à cause qu'il a vu ces personnes-là descendre en ski. Pour bien comprendre ce principe, il y a deux concepts théoriques que je veux couvrir avec vous. Le premier concept théorique est dérivé du Risk Homeostasis de Oscar Wilde, qui a été sorti en 1982 et par la suite en 1998. Et on peut le voir ici dans le graphique que, dans le fond, ici, on se retrouve que tout le monde a un target level of risk, que tout le monde a un seuil au risque. Fait qu'il y a des gens qui sont juste plus peureux, puis il y a des gens qui sont plus aventuriers, mais on a chacun notre seuil. Et après ça, il y a notre perception du risque. Si notre perception du risque n'est pas si élevée que ça, on va peut-être accélérer, on va peut-être prendre plus de risques, on va s'ajuster. Fait qu'il y a certains ajustements qui se passent. Si je pense à moi, cet été, j'ai parti sur un projet de construction de ma maison et puis on peut regarder les deux photos ici et puis on peut voir que pour couler le béton dans les murs de styrofoam, il a fallu que j'aille une rampe. Et cette rampe-là n'a pas vraiment changé au fil du temps en termes de... C'était fait avec des 2x12 de bois, c'était aussi stable d'une itération à l'autre. Par contre, on peut voir dans le premier exemple que la rampe est plus près du sol et puis j'avais pas de garde-fou. Et dans le deuxième exemple, j'ai installé des garde-fous. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Mais dans le premier exemple, je me sens aventurier, je trouvais pas que c'était trop dangereux, ça dépassait pas ma tolérance du risque, je me sentais bien de même.
Et puis dans le deuxième exemple, on montait. J'avais une perception que le danger était plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'il était plus élevé, parce que dans le premier exemple, il y a plein d'obstacles que je pouvais tomber dessus, puis c'était extrêmement dangereux aussi. Mais dû que ma perception était différente, je me suis ajusté. J'ai changé les choses pour me sentir à l'aise et j'ai rajouté une rampe. C'est une autre analogie que j'aime penser pour déterminer comment que les gens basent leurs décisions et simplement une étude coût-bénéfice. Et c'est de quoi qu'on fait beaucoup en économie. Et puis, les gens, quand ils entendent dire que je suis un économiste et je fais de la recherche sur les avalanches, ils se posent beaucoup de questions. Mais si on pense coût-bénéfice, ça n'a pas besoin d'être en dollars, ça n'a pas besoin d'être en monnaie. Les coûts-bénéfices, ça peut être autre chose. Fait que si on pense à aller voir sa famille pendant le temps des fêtes, en temps de COVID, et que c'est interdit, mais aller voir notre famille, ça nous amène à un certain niveau de bénéfice. On est content de voir notre mère, nos sœurs, et ainsi de suite. Par contre, c'est quoi le coût rattaché à ça? Ben, si le gouvernement ne veut pas qu'on aille voir notre famille, ben, il y a deux aspects qu'on doit considérer quand on pense au coût. C'est quoi la chance qu'on se fasse pogner si jamais on enfreint la loi puis on décide d'aller voir notre famille quand on n'est pas supposé? Et puis si on se fait attraper, on se fait trouver, c'est quoi la pénalité qu'on va avoir? Et puis, c'est vraiment basé sur ces deux-là qui va déterminer l'action des gens. Si on pense que la pénalité a été annoncée, que c'est 1 500 $, mais vous savez aussi que dans votre municipalité, dans votre coin, les policiers ne prévoient pas faire de contravention, à moins qu'il y ait une plainte. Vous allez peut-être vous sentir à l'aise d'aller voir votre famille. Mais si tout d'un coup, maintenant, ils annoncent de plus en plus des barrages routiers, plus de vérifications et tout, et on se retrouve qu'il y a une très grosse probabilité qu'on se fasse pogner, vous allez peut-être changer votre comportement. On peut aussi donner l'exemple de, imagine, vous conduisez sur l'autoroute et vous établissez que pour vous, la vitesse idéale, c'est 120 km/h. Et à cause que ça vous amène un certain niveau de bénéfice, de vous rendre à destination à temps et ainsi de suite. Et vous ne sentez pas que les coûts sont trop élevés et la route est belle, les chances que vous allez avoir un accident sont faibles et si vous en avez un, les gens vont être quand même assez sécuritaires à cause de tous les dispositifs de sécurité dans votre voiture. Mais tout d'un coup, le passager à côté de vous détache sa ceinture et décide d'aller chercher de quoi sur le banc arrière. Pendant ce moment-là, beaucoup d'entre vous auront sûrement tendance à ralentir pour un instant et plus regarder la route qu'auparavant à cause que tout d'un coup, même si la probabilité d'avoir un accident n'est pas plus élevée, la conséquence l'est. Alors, vous ajustez votre comportement suite à cet épisode-là. C'est un peu cette idée-là qui se passe ici. On va regarder que dans tous les exemples, le bénéfice de la pente, la quantité de neige, la belle pente, puis tout, reste quand même stable. C'est comment que le coût peut changer, puis comment que ça va avoir un impact sur votre comportement. Et puis, dans ça, on doit se demander par la suite, est-ce que ces changements de comportement-là sont justifiables ou non? Et ce que je veux dire par ça, un comportement qui change d'une manière justifiable, c'est pas juste la perception du risque qui a changé, c'est vraiment le risque, et puis on s'ajuste par rapport au risk homeostasis. De quoi qui n'est pas justifiable, c'est qu'on décide de prendre plus de risques, malgré le fait que c'est pas le risque actuel qui a changé, mais c'est vraiment seulement la perception du risque qui a changé. Fait que dans le fond, dans ma recherche, j'ai monté une histoire de base pour essayer d'évaluer le risque, la tolérance au risque des gens. Et puis, l'histoire de base, c'est pas ça qui est important, c'est comment que les gens s'ajustaient, comment que les gens changeaient leur tolérance au risque par la suite qui était le plus important. Mais si on regarde l'histoire de base, j'ai eu cette photo-là de Grant Gunderson, je l'ai postée dans le sondage, et puis essentiellement, j'ai dit, vous allez en hors-piste avec 2-3 amis, vous avez tout votre équipement, DVA, pelle sonde, il y a 15 cm de nouvelle neige, le vent est calme, le ciel est clair. Et puis, par rapport à ça, je n'ai pas donné de danger d'avalanche, j'ai demandé la question sur un danger d'avalanche de 0 à 10. Je n'ai pas pris les 5 qu'on est habitué juste pour que les gens se sentent à l'aise de dire un chiffre et puis après ça, c'est le chiffre qui compte. C'est plus facile de faire des recherches statistiques quand il y a un chiffre et non une lettre. Et puis de 0 à 10, et je leur ai demandé, ce serait jusqu'à quel niveau de 0 à 10 que vous seriez prêt à aller skier là avec vos amis. Ça, c'est le baseline. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, genre,
plus d'informations et ainsi de suite. Et au bout du compte, c'était pas super important. C'est quand même que les gens modifient leur comportement par la suite qui est important. Fait que c'est quoi les modifications que j'ai faites dans la recherche? La première modification qui était simple, c'était juste d'imaginer que vous avez oublié votre DVA et puis vous vous retrouvez dans le stationnement et vous n'avez pas votre DVA pour la journée. Est-ce que vous y allez pareil ou non? Ce serait quoi le maximum niveau de risque que vous êtes prêt à sortir si vous avez oublié votre DVA? Le deuxième exemple, c'est si quelqu'un vous a donné un airbag à Avalon la veille ou dans le stationnement encore une fois et vous êtes sur le point de sortir, vous avez votre tolérance au risque. Est-ce que vous allez avoir une tolérance plus élevée due au fait que vous avez maintenant ces extra dispositifs sécuritaires? Troisième exemple, ça a rapport avec mon intro qui est, vous voyez un skieur descendre la pente en question que vous regardez faire. Il y avait un certain niveau de risque et puis il arrive à rien. Est-ce que vous décidez d'y aller? Ce serait quoi maintenant votre maximum? Est-ce qu'il est plus élevé qu'auparavant? Sinon, les autres exemples, on rapporte plus avec les exemples classiques d'erreurs dues au facteur humain. Commitment, c'est votre première et dernière chance que vous avez d'aller skier là. Familiarity, c'est vous connaissez bien ce secteur. Et puis, Expert Halo, vous avez la présence d'un guide pour vous guider dans ce secteur. Fait que j'avais cette idée, mais là, je devais trouver de l'information pour essayer d'obtenir certains résultats. J'ai contacté quelques compagnies et j'ai été chanceux que la compagnie InReach m'a donné un petit dispositif satellite pour que je puisse donner ça à une des personnes qui avait participé au sondage. J'ai aussi eu Powder Magazine qui a donné quelques abonnements. Et grâce à ça, j'ai réussi à aller chercher un certain nombre de répondants dans le sondage. En tout, j'ai gardé 343 répondants. Et puis, si on regarde les statistiques par rapport à ça, je veux juste couvrir certaines démographiques. Alors, si on peut regarder ici, 8,5% n'ont jamais complété un cours d'avalanche. 19,2 et 21,3 ont couvert un ou multiples cours récréationnels d'avalanche. Près de 40% ont couvert un cours professionnel d'avalanche. Et puis 12% ont aussi couvert une formation de guide de ski. Alors, ça montre que c'est du monde quand même qui ont beaucoup d'expérience. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais suivi de cours par rapport aux avalanches. Fait qu'ils devraient être confortables et bien connaître les facteurs humains et tout qui sont enseignés dans le CSA 1. Et puis, de tous ces gens-là, tout le monde sauf 5 personnes, et on ne rentrera pas dans les détails de ces 5 personnes-là, ont tout le temps un transceiver avec eux quand ils sortent. Et pour le airbag, 57% n'ont jamais, 12% n'ont à l'occasion, 14% n'ont souvent et 16% en ont en tout temps. Et puis, dans cette situation-ci, quand je regardais avec les 5 dangers d'avalanche qu'on connaît très bien, 8% ont dit que l'eau, c'était leur max. Si c'était plus haut que l'eau, modéré ou n'importe quoi, ils n'allaient pas skier. 48% sortaient si c'était modéré. 38% sortaient jusqu'à temps que ça soit considérable. Et seulement 4% à high et 0,6% à extrême. Fait qu'on peut voir que la majorité du monde skie dans les 3 premiers niveaux d'avalanche. Et puis, plus élevé, il y a très peu de gens qui y vont. La part du monde ont une tolérance au risque plus faible que ça. Et puis, quand je leur ai demandé de convertir ça sur une échelle de 0 à 10, la moyenne a été 4,363 et c'est là-dessus qu'on compare tous les changements par la suite. Fait que là, on va regarder les résultats. Je vais laisser la page un peu pendant que je parle. Et puis, la grosse affaire dans ces résultats-là, ça peut paraître simple et des petites différences, mais on doit considérer que dans beaucoup de ces exemples-là, il y a beaucoup des gens du 343 qui ne changent pas leur comportement. Alors, la plus petite gang qui la change, qui fait augmenter la moyenne beaucoup, la change de plus que qu'est-ce que ça peut paraître ici. Et je vais juste comme signaler quelques points dans cette histoire-là. Fait que si on regarde bien, on peut voir que notre baseline de 4,363, quand on enlève le DVA, ça chute considérablement et ça fait du sens. À cause que n'importe qui a suivi une formation avalanche puis s'est pratiqué à faire un pro blind sait que c'est extrêmement long et souvent un pro blind, c'est pour retrouver un corps mort
plutôt que retrouver quelqu'un en vie. C'est vrai qu'on retrouve des gens en vie, mais la probabilité, elle est beaucoup plus basse, surtout si tu n'as pas une énorme équipe là, prête à faire un probe line à temps. Après ça, quand on pense à Airbag Avalon, seulement une petite différence, mais quand même statistiquement significative. Mais l'affaire qu'il faut signaler de tout ça, c'est que dans tous les répondants, il y en a juste 80 qui ont changé leur comportement. Les 263 autres connaissent bien la situation, savent que ce n'est pas un outil qui règle tous les problèmes, tous les dangers d'avalanche. Si on se retrouve dans un piège naturel, le airbag ne sert pas à grand-chose. Alors, la plupart du monde, ils n'ont pas changé leur comportement. Mais le problème, c'est les 80 qui l'ont changé. À cause que les 80 qui l'ont changé, ils ont augmenté leur threshold d'environ 1,5. Ce qui fait en sorte que si tu étais seulement prête à sortir à considérable, tu serais prête à sortir à élevé ou ainsi de suite. Et c'est très important à savoir parce que imaginez une de ces personnes-là, un ami ou un membre de votre famille, reçoit ça pour Noël et tout d'un coup, il prend beaucoup plus de risques qu'auparavant. Il sort des journées qu'il n'aurait jamais pensé sortir avant. Ça joue beaucoup sur son comportement. Et on doit se demander par la suite, est-ce que c'est justifiable? Le danger avec ça, c'est que la perception du risque peut changer, mais le risque actuel ne change peut-être pas. Et puis, s'il change son comportement parce que sa perception change, c'est très dangereux. À cause que les pièges naturels sont toujours aussi dangereux. De frapper un arbre et d'avoir du trauma est très dangereux aussi. Et ça se peut que tu te fasses ensevelir juste un peu en dessous de la surface. Et puis, si tu n'as pas d'amis près, tu ne vas pas t'en sortir pour autant. Fait que de pouvoir augmenter sa tolérance au risque de autant que ça est de quoi qu'on doit se méfier. Mais comme je dis, sur 343, il y en a juste 80 qui changent leur comportement. Fait que c'est pas tout le monde, mais c'est environ une personne sur 5. Fait que si vous regardez autour de vous et vous avez d'autres gens, ça se peut qu'il y en ait une de vous autres qui aurait changé votre comportement. Fait qu'à part ceux qui ont rapport plus aux facteurs humains, qui sont les 4 derniers là que vous pouvez voir dans l'article, je veux plus focuser sur un skieur qui voit quelqu'un descendre puis qu'il n'y a pas d'avalanche. La majorité encore des gens ne changent pas leur tolérance, mais il y en a environ 120 qui ont décidé d'augmenter leur seuil. Et ça veut dire que ces 120-là, ils ont augmenté leur seuil de plus que la petite différence qu'on voit ici. Mais encore une fois, c'est de quoi à se méfier, parce que si vous avez étudié assez tout ce qui se rattache aux avalanches, vous connaissez le concept de la variabilité spatiale, que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui descendent dans le même secteur et pour une raison qu'on ignore, c'est la 5e personne qui réussit à déclencher l'avalanche, même si leurs traces sont très près l'une de l'autre. Dans mon cas, mon histoire initiale de mon ami qui voulait augmenter sa tolérance au risque, ça serait clairement une de ces personnes-là. C'est quoi les limitations de la recherche? Mais évidemment, la plus grosse limitation, c'est que tout ça est théorique. Les gens sont assis ici comme moi devant son ordi dans une période qu'ils ne sont pas en train de skier. Et puis, ils se font demander des questions, ils répondent rapidement, ils veulent peut-être juste le prix. Et puis, ça ne reflète peut-être pas la réalité. Ils disent que leur comportement ne change pas, mais en réalité, ça change. Fait qu'on devrait regarder plus les gens pratico-pratiques, qu'est-ce qu'ils font. Mais ça donne quand même une bonne vision dans qu'est-ce qui peut arriver dans la tête des gens. Et la question que je veux que vous posiez en finissant cette présentation-ci, c'est est-ce justifié de changer son comportement? Si vous vous retrouvez une journée et avec tous vos amis, vous avez votre guide des chic-chocs et vous regardez et vous dites aujourd'hui le danger d'avalanche et ainsi de suite, on va aller dans ce secteur-ci, on va aller à Champ-de-Mars, that's it. Et puis on va skipper Hogsback et vous y allez et pour une raison, vous passez devant Hogsback et vous dites on va juste regarder et vous regardez avec des longues vues et vous voyez du monde skier et il n'y a pas d'avalanche. Et vous dites let's go, on va à Hogsback. Fait que, est-ce que c'est vraiment justifiable de voir une personne descendre? Ou est-ce que c'est vraiment justifiable si quelqu'un te dit « Hey, on peut louer des airbags ici, on va faire Hogsback pareil. » Puis dans le fond, dans toutes ces questions-là, la question qu'on doit se poser, c'est quand on pense à soi-même, on se dit « Oh ouais, c'est correct, c'est un bon choix. » Mais si tu entendais ton ami dire « Qu'est-ce que tu penses faire? » Est-ce que tu serais d'accord avec lui ou non? En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'aimerais ça vous répondre à vos questions. Et puis, à la prochaine!